Voilà une petite vidéo sur la commande des moteurs brushless qui peut servir à deux effets. La première, ce serait de donner un petit mot d'explication sur le contrôle dans un moteur du moteur Eco-Marathon. Et la deuxième, ça pourra servir pour le cours d'entraînement électrique pour corriger l'exercice qui vous a été soumis sur les techniques de commande de moteur brushless dans le chapitre onduleur. Alors, un petit rappel sur ce qu'il y a dans un entraînement électrique et l'entraînement électrique qu'on travaille spécifiquement ici. Donc on va retrouver la source, le variateur avec la partie puissance et la partie commande, la machine, la partie mécanique avec le réducteur et la charge et les capteurs éventuels pour pouvoir faire la commande la plus appropriée possible, éventuellement avec une partie supervision. Alors dans le cas qui nous intéresse, voilà le moteur du véhicule Eco-Marathon actuel en 2020 avec le moteur Hacker qui est un moteur A60 qui possède 14 aimants qu'on distingue ici sur l'illustration. Au niveau du rotor, c'est un rotor externe, on appelle ça un moteur outrunner parce que la partie aimantée tournante est à l'extérieur de la partie statorique ici. C'est un moteur assez puissant en pointe, donc il peut tirer vraiment pas mal de puissance en pointe, avec des hautes vitesses aussi. Vous voyez la constante de vitesse ici qui est très importante, et on a une force électromotrice sinusoïdale et pas trapézoïdale comme dans les moteurs brushless dits plus classiques. Qu'est-ce qui différencie une force électromotrice sinusoïdale ou trapézoïdale? C'est simplement ici l'orientation, la magnétisation des aimants. Passons du côté stator. Du côté stator, on va se retrouver avec les différentes bobines. On a un bobinage qui est dit concentré. Alors, qu'est-ce qui change par rapport à un enroulement classique, dit distribué? C'est que dans un enroulement distribué, on va rentrer ici dans une encoche, revenir dans l'encoche qui est opposée, et puis faire un certain nombre de spires. Ici, on va bobiner sur différentes pièces polaires les différents enroulements. Donc voilà l'allure de bobinage concentré. Au niveau de la partie mécanique, on a une transmission via des pignons avec un petit pignon qui va s'engrainer sur une grande roue. Et la partie mécanique est aussi la charge, c'est le véhicule Eco-Marathon, donc on peut modéliser par l'effort résistant par rapport au vent ou encore le frottement au niveau des roues. Au niveau des capteurs, dans une technique brushless, on aura des capteurs à effet Hall généralement, même si le moteur est prévu pour travailler en technique sensorless puisqu'il n'est pas prévu des capteurs dessus, mais un travail de fin d'étude a été réalisé et il a permis de venir placer ici 3 sondes à effet Hall avec un décalage angulaire de 120 degrés divisé par 7, donc ça veut dire que on a bien un décalage de 120 degrés, mais comme on a 7 paires de pôles, on doit diviser par 7 pour avoir l'angle mécanique à partir de l'angle électrique. C'est donc une technique avec des sondes placées à 120 degrés qu'on étudiera ici. Voilà donc le schéma. Alors une petite chose très importante encore, c'est qu'on peut régler ici la position des sondes, qu'on pourrait ici décaler avec un certain angle, ce qui peut être intéressant aussi pour essayer de travailler dans différentes stratégies de commande, comme on le verra plus loin. La batterie est une batterie tout à fait classique au sein du véhicule. On part en 48 volts, ça c'est important pour la suite. Et au niveau de la partie commande, on retrouve un processeur qui est le C2000 de Texas Instruments. Pourquoi? Parce qu'il est interfaçable avec MATLAB Simulink. Et donc on peut faire soit du real-time pour travailler en temps réel dans Simulink ou encore déployer directement le code sur la cible. Voici la cible, donc le processeur ici est monté sur la carte à ce niveau-là. Une carte qui est alimentée via port USB par votre PC. Et on va retrouver toute une série ici d'entrées ADC, de General Purpose Input Output, avec aussi des sorties PWM qui sont directement prévues pour attaquer un moteur. C'est pour ça que c'est ce processeur-là qui est choisi. Passons maintenant à la partie puissance. Les MOS qui ont été choisis sont des MOS étudiés avec faible perte par conduction et par commutation. Ils sont pilotés via des drivers de MOS, des drivers de MOS qui permettent de piloter les deux interrupteurs sur un même bras, dit le high side et le low side, via un système bootstrap qui est finalement un système de condensateur qui se charge et se décharge pour pouvoir piloter les deux interrupteurs de manière complémentaire.
La question qu'on se pose, c'est, et à laquelle on voudrait répondre ici, est-ce qu'on peut donner à l'informaticien le code pour pouvoir commander ce moteur-là? Qu'est-ce qu'on doit lui donner comme information? Lui ne sait faire que les lignes de code et nous on doit lui donner toute la partie électrotechnique. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut dessiner tous les différents signaux qu'on va retrouver ici, les tensions de ligne, les tensions de phase, les forces électromotrices, le couple, la vitesse, les tensions de bras, etc. Alors c'est parti, donc première étape dans le processus de codage de la commande, c'est d'abord assurer l'autopilotage. Qu'est-ce que l'autopilotage? C'est la synchronisation de deux champs tournants. Pourquoi? Pour bien comprendre ça, référons-nous au moteur à courant continu à balai tout à fait classique, avec ses balais sur le collecteur. On a là alors deux champs qui sont fixes. Un champ qui est produit via la règle de la main droite, avec les conducteurs entrant ici, sortant ici, enroulé sur la pièce polaire, on obtient un champ magnétique qui va aller dans ce sens-là, donc du sud vers le nord. Alors, on a créé ainsi localement au niveau de l'entrefer un pôle nord ici et un pôle sud. C'est comme si on avait mis un aimant ici nord et un aimant sud à ce niveau-là. Donc là, on a les deux types d'excitation, bobiné ou par aimant. Si le champ magnétique au niveau du stator est horizontal, il faut que j'applique alors un champ magnétique dans le sens vertical au niveau du rotor pour que on ait l'angle d'attraction maximum de 90 degrés entre les deux champs. Pour rappel, la force de la place, c'est lié à l'amplitude du champ numéro 1, du champ numéro 2 et à l'angle entre les deux, idéalement 90 degrés. Alors, dans une machine à courant continu, le champ est fixe, donc il suffit d'avoir un champ fixe dans ce sens-là au niveau du rotor, ce qui se fait par le système collecteur-balai et l'inversion du courant au passage de la ligne neutre géométrique ici. Donc tous les conducteurs ici ont un sens de courant différent de celui-là. C'est ce qu'on appelle la commutation mécanique, puisque ça se fait par le système collecteur-balai. Ça va avoir pour effet de créer un champ magnétique vertical ici, et avec un sud là, un nord là, et l'attraction nord-sud fait tourner la machine à partir des deux champs qui sont bien fixes. Dans la technologie brushless, à ce moment-là, les aimants sont placés sur le rotor. Et donc on va avoir un champ magnétique qui est tournant. Le principe est toujours le même, imposer un champ magnétique sur la deuxième partie, ici le stator, pour pouvoir avoir un angle de 90 degrés idéalement entre les deux champs. Le couple sera alors lié à l'amplitude du champ ici, l'amplitude du champ là, et à l'angle entre les deux. Alors vous voyez ici que si on alimente la bobine par exemple ici numéro 1, on va avoir un champ magnétique vertical. On aura créé des lignes de champ magnétique qui vont être ici verticales et qui vont se refermer comme ceci. On a des lignes de champ magnétique qui peuvent être représentées par un vecteur dans le sens ici de bas en haut, sud vers nord. Et on a créé deux pôles, nord et sud, au niveau local de l'entrefer. On a donc une attraction nord-sud qui permet de faire tourner la machine. Que doit faire notre onduleur dans l'histoire? En fait, il doit essayer d'alimenter les trois bobines ici, des enroulements triphasés, pour pouvoir faire en sorte que la somme du champ total Φ1 plus Φ2 plus Φ3 dans les trois phases soit égale au flux statorique décalé à 90 degrés par rapport au flux des aimants. Attention, ici les deux champs sont tournants, et donc il faut les synchroniser un par rapport à l'autre. Il faut regarder où est l'aimant pour pouvoir, avec l'onduleur, imposer le champ tournant statorique. Alors, si on regarde ici dans une simplification, on a représenté les deux bobines par une seule, on a un couplage qui est en étoile, on a une paire de pôles, on va travailler sur une technique 3T on, donc 3 interrupteurs fermés sur l'onduleur simultanément, et on a des capteurs qui sont placés à 120 degrés, alors que parfois ils peuvent l'être à 60 degrés. Les capteurs ici peuvent détecter soit un pôle nord, et on dira qu'il sort alors à 1, en réalité, il est alimenté en 3V3 et sortira du 0 du 3V3. Donc si c'est un pôle sud, on aura 0. Si c'est un pôle nord, on aura ici 1 dans notre principe. Alors on voit que les différents secteurs, on a 6 secteurs qui sont différents, et chaque secteur correspond à un code pour les aimants. Par exemple, le premier code, si l'aimant se balade de là à là, on va se retrouver avec un FEOL qui voit le pôle nord et donc qui sort un 1. L'FEOL numéro 2 qui est placé ici, vous voyez un sud, et le 3, vous voyez un sud aussi. Là, l'aimant est déjà dans le deuxième secteur. Dans le deuxième secteur, entre là et là, on voit que lui voit un 1, lui voit un 1, et lui voit un 0.
ça fera 1, 1, 0. On va passer au troisième secteur. On va avoir 0 puisque lui voit un sud. Ok, donc on est bien dans ce secteur-là. Le H1 voit 0 puisqu'il voit un sud. Le H2 voit bien le rouge, un nord 1. Et le H3 voit le sud, il est à la limite, on est à la limite, donc c'est le 0. Ça fait 0, 1, 0. Ainsi de suite pour les trois autres secteurs. Donc là on aura du 0, 1, 1. Et puis on aura du 0, 0, 1. Et on aura enfin du 1, 0, 1. Donc on a 6 fois par tour un code donné par les trois capteurs FE Hall, H1, H2, H3, qui va changer. Et à chaque changement, on a une nouvelle information de la position du rotor. Et c'est cette information qui est nécessaire maintenant avec l'onduleur pour imposer le champ statorique. Alors allons-y. Donc si on prend la situation initiale comme ici, l'aimant est dans cette position-là, nous on doit imposer avec l'onduleur un champ magnétique dans cette direction-là, c'est-à-dire à 90 degrés en avance de phase par rapport au champ des aimants. Pour pouvoir avoir un champ magnétique dans ce sens-là, il faut que j'alimente la bobine via la bobine C, donc c'est le troisième interrupteur sur le niveau haut qui doit être fermé. Et puis je dois retourner par les deux phases, puisqu'on a une technique 3T-on. On fermera l'interrupteur du bas 1 et 2, appelés les low side en bas, les high side en haut. Et donc on va avoir un champ magnétique résultant qui sera dans ce sens-là. On aura donc bien notre attraction nord-sud et le rotor va pouvoir tourner puisqu'il est attiré par le champ magnétique statorique provoqué par l'onduleur. Quel est le code de la table de vérité? Donc à l'entrée de la table de vérité, on va retrouver les FE Hall avec les 6 secteurs qu'on a définis dans le slide précédent. Et la sortie, ce sera l'état ouvert ou fermé des 6 interrupteurs. Ici, on est rentré par le high side 3 qui est passé à 1 pour dire que l'interrupteur est fermé. Et on reviendra par les low side 1 et 2, 1 et 2. On voit que sur chaque bras, bien sûr, les interrupteurs travaillent dans l'état complémentaire. Donc lorsqu'on a un 0 sur le low side, on aura un 0 sur le high side. Et on peut continuer ainsi de suite pendant les 6 fois par tour. Voilà l'étape numéro 2. Donc on vient de tourner de 60 degrés au niveau des aimants. On doit appliquer le champ dans ce sens-là cette fois-ci. On va donc rentrer par A et C et revenir par B. On peut alors compléter la table de vérité en montrant qu'on est bien rentré par le 1 et par le 3 et qu'on est revenu par le 2. On passe dans le code suivant. Donc là, on doit appliquer un champ qui est vers le bas. On va donc rentrer en A, sortir en B et en C. Et on a la nouvelle table. L'état suivant, on va rentrer en A et en B, sortir en C. Et on a le nouveau code. L'étape suivante, on rentre en B, on sort en A, en C, pour générer un champ magnétique qui va dans ce sens-là. Et donc, on a la nouvelle table, et il reste comme ça 2 secteurs. Voilà le suivant. Et voilà le dernier, où on rentre en 2, en 3, et donc on sort en 1. Voilà la table de vérité complétée. Alors, on remarque, si on a bien fait ça, qu'on va avoir une commutation. Par exemple ici, on remarque que c'est le bras 1 qui a commuté. Sur le bras 2 et 3, on est resté dans le même état. Qu'est-ce qu'on fait avec cette table-là? Il faut donner ça à coder à l'informaticien. Alors soit vous utilisez une table, et par exemple si vous utilisez Simulink, on pourrait avoir une lookup table avec les entrées et les sorties qui seraient ce tableau-là. Alors on voit que c'est plus facile de programmer ça via la règle suivante. Vous voyez que quand le high side sont à 1, alors on va avoir ici le hall 2 qui est à 1. Quand on a le high side 2, on a le hall 3 qui est à 1. Et quand on a le high side 3, on a le hall 1 qui est à 1. Donc il suffit de prendre les sorties 0, 1 venant des halls, les inverser dans le bon ordre, sinon ça ne marchera pas. Et on aura les high side, donc c'est les tensions 0, 1 qu'on doit donner sur le guet des interrupteurs pour qu'ils s'ouvrent ou qu'ils se ferment. Comme on travaille dans des états complémentaires, les low side sont l'état complémentaire des high side, simplement. Donc avec cette règle-là, c'est très facile à programmer, que ce soit en analogique ou que ce soit en
numérique. À vous de jouer. Si on passait maintenant à 2 théones, la majeure partie des moteurs brushless sont avec 2 interrupteurs et pas 3 interrupteurs. Et donc la question est ici avec la situation initiale suivante. On a 2 interrupteurs, je rentre par 3, je reviens par 1, je rentre par 3, je reviens par 1. Je fais la somme vectorielle des deux champs, j'ai celui-ci. Et donc c'est à vous de jouer maintenant de trouver les différents états pour compléter la table de vérité. Et si vous avez bien travaillé, vous aurez ici la vérification avec les high side et les low side. Donc pour les x1, 1, 2, 3, on doit chaque fois adapter la règle. Et donc par exemple pour le high side 1, on aura la négation du hall 1 fois, donc c'est un et au fait, le hall numéro 2. Il faut chaque fois changer les indices évidemment au fur et à mesure. Pourquoi c'est mieux 2 interrupteurs ou moins bien? Si on donne un petit mot sur la comparaison, le problème c'est que si vous travaillez avec des états complémentaires sur un même bras, alors ici vous n'avez pas d'état complémentaire, ils sont tous les deux ouverts, 0, 0. Donc ça peut être embêtant pour la commande. L'avantage par contre, c'est d'avoir sur un bras, il est libre, et donc on peut relever ici la force électromotrice. Et la force électromotrice est une image de la position des aimants, et donc on peut travailler avec une technique sensorless à partir de cette information du troisième bras qui n'est pas utilisé. Donc pour répondre à une partie de la question, c'était de tracer les différentes tensions présentes. Donc on représente alors l'onduleur ici, on va avoir apparaître les tensions de ligne, une tension U1,2 qui est égale à U1 moins U2, une tension de ligne U2,3 et une tension de ligne U3,1. On a également des tensions de phase, ici, 1, 2, 3. On a également des tensions de bras, qui ne sont pas les mêmes, qui sont les tensions ici, là et là, par rapport à un point de référence qui serait par exemple un point milieu via 2 condensateurs qui seraient mis à l'entrée. Alors, essayons de dessiner la tension de ligne. Mais si on regarde U1,2, elle est portée dans cette période-ci au potentiel ici, qui est le moins. Le 2, la phase 2, est portée au potentiel qui est le moins aussi, via l'interrupteur ici. Donc si c'est moins, ben, vous faites la différence des deux, vous allez avoir 0. Si vous allez voir U2,3, vous avez sur le 2, on a dit c'était moins. Le 3, c'est le plus qui est apporté par HS3. Et donc, on va avoir une tension qui est bien, donc entre U2 et 3, une tension qui est bien négative. Négative, oui, on a bien le moins ici et on a bien le plus qui est là. Et U3,1 alors sera positif, on a bien un 3 positif ici et un 1 négatif ici. Donc le niveau de tension qu'on va retrouver c'est du UDC ou du moins, donc du UDC sur U3,1, du moins UDC sur U2,3 et du 0 ici. L'onduleur ne s'est imposé sur les lignes que cette tension DC à l'endroit ou à l'envers. Alors, la tension de ligne, c'est aussi la différence des différents états des interrupteurs high-side 1 et high-side 2 pour la tension de ligne U1,2. Regardez ici, vous faites 0, moins 0, vous avez 0, 1, moins 0, vous avez 1, 1, moins 0, vous avez 1, 1, moins 1, 0, etc. avec une multiplication par UDC qui est la tension DC de 48 volts de notre batterie ici. Pour les tensions de phase, on peut retrouver par la petite démonstration ici, qui utilise le fait que la somme des trois tensions de phase est égale à 0, qu'une tension de phase, qu'une tension de ligne c'est une différence de deux tensions de phase. On remplace ceci, et on retrouve des niveaux de tension qui sont UDC sur 3 et 2 UDC sur 3. Prenons par exemple U1N, la tension de phase sur la première phase, on va avoir du U12 moins U31 ici, divisé par 3. Donc on a 0 moins UDC divisé par 3. Ça fait bien moins UDC sur 3. Donc voilà les tensions de phase et les tensions de ligne et le lien entre elles. Alors si on donne le code à l'informaticien, on a remis ici verticalement batterie, onduleur, moteur. On ne s'occupe pas ici du gate drive, qu'on a déjà mentionné plus tôt. Et ce qui nous intéresse, c'est toute la partie commande ici qu'on va venir ajouter pour l'informaticien. Et donc la réponse pour l'autopilotage, c'est de lui dire, à partir des sons des FEOL que tu reçois, croise dans le bon ordre les phases, les différents sons des FEOL, et on va retrouver les différentes tensions high-side sur les gates HS1, HS2 et HS3. Les low-side sont à l'état complémentaire dans la technique 3 TN.
Maintenant que l'autopilotage est assuré, on va aller découper dans le signal pour pouvoir modifier le niveau de tension efficace à l'entrée du moteur. Oui, jusqu'à présent, il reçoit bien un signal carré en tension de ligne, mais il reçoit avec une amplitude UDC maximum. Si on peut diminuer ce niveau de tension UDC par une technique PWM, alors on va pouvoir modifier la valeur efficace perçue par le moteur et donc modifier sa vitesse via un potentiomètre. Pour rappel, qu'est-ce que c'est la PWM? Donc la modulation de largeur d'impulsion. Ça consiste à modifier une tension de référence qu'on aimerait bien avoir avec un signal triangulaire à haute fréquence. Si le signal souhaité rouge est supérieur à la triangulaire, alors on aura l'état haut. Sinon, on aura l'état bas. Et on va avoir ainsi qu'avec deux niveaux, 0 et plus UDC, on va pouvoir récupérer un signal vu par le moteur qui est comme celui en rouge qu'on souhaitait. Alors qu'est-ce qu'on souhaite avoir nous? On aimerait bien garder évidemment du signal sinusoïdal ou plutôt carré dans la commande brushless, mais en tout cas triphasé. Donc voilà les trois tensions qu'on reçoit de l'autopilotage. Et on aimerait bien essayer, actuellement on a un rapport cyclique de 100%, donc voilà tout le signal. Si maintenant on veut travailler avec une tension qui est réduite, pour abaisser le niveau de tension moyen, on compare le signal, voilà, reçu de la table de vérité par rapport au signal triangulaire. Et donc ici, le signal rose est supérieur au signal bleu, hop, on passe à 1. Le signal rose est inférieur à bleu, on passe à 0, etc. etc. Ici, on voit qu'une fois qu'on sera sur le 0 reçu de la tension de l'autopilotage, une fois qu'on est à 0, on est toujours en dessous du signal bleu et donc on restera à 0. Il n'y a pas de commutation supplémentaire à l'enveloppe qui est imposée aux interrupteurs de puissance dans cet intervalle-là. Et puis on recommence pour l'alternance du haut. Donc on a bien le signal carré qu'on voulait, mais l'avantage maintenant c'est d'avoir un niveau de tension moyen qui n'est plus à 48 volts, ou à 1, c'est avoir un niveau de tension qui est réduit ici de moitié, et quand vous allez moduler la tension de commande ici, vous pourrez avoir une tension UDC perçue qui va varier entre 0 et 100%. Voilà pour la phase 2, voilà pour la phase 3. Alors, ça c'est la première technique, quand vous avez les différentes tensions sur les différents gates, des high side. Si vous faites la soustraction de deux high side, donc de deux interrupteurs sur le bras du haut, vous faites la soustraction du 1 moins le 2, vous allez obtenir la tension de ligne U12 comme on l'a montré précédemment. Et donc, si vous faites ici la différence du 1 moins du 2, vous avez 1 moins 0, ça fait 1, et puis là, ça fait 0 moins 0, ça fait 0, etc. Puis on arrive ici, 1 moins 1, ça fait 0, 0, 0, 0. Donc quand vous soustrayez de celui-ci, celui-là, vous obtenez le signal de tension ici, de ligne. Alors, ça a été fait en comparaison avec un signal triangulaire 0, 1, donc on est uniquement dans les positifs. On a comparé quoi? Le signal qui venait des sondes AFEOL qui ont été inversés pour l'autopilotage, et donc on obtient les PWM de sortie. Et puis de là, on peut en déduire la tension de ligne, puisqu'elle est déduite, comme on vient de le montrer, des deux tensions PWM là. On pourrait aussi soit augmenter la fréquence de découpage du signal bleu, ici ça a été fait à basse fréquence pour l'effet visuel, mais on pourrait aussi comparer avec un signal triangulaire qui serait -1 plus 1, parfois plus facile pour les électroniciens à avoir en analogique. Alors à ce moment-là, on doit comparer un signal qui garde bien une alternance positive et négative autour de -1, 1, alors que là, on était entre 0 et 1. On voit l'effet que ça a, c'est d'avoir ici une fréquence qui est doublée par rapport à la fréquence initiale. Alors qu'au niveau des gates, il commute ici le même nombre de fois sur la demi-période, mais cette fois-ci, il commute aussi sur cette demi-période-là, alors que là, il ne commutait pas. Qu'est-ce qu'on doit donner à l'informaticien pour coder? On doit lui donner la triangulaire à générer, qui va comparer par rapport au signal de référence. Les signaux de référence sont les tensions de gate high side reçues venant de l'autopilotage, qu'on multiplie par le rapport cyclique, par exemple les 50% dans les illustrations précédentes. On compare les deux et on sort les PWM high side, donc les trois informations pour les interrupteurs du haut, et on aura l'état complémentaire pour les interrupteurs du bas. Dans Simulink et le C2000, on a au fait la comparaison avec la dentille
qui est faite directement à l'intérieur. Donc là, on a un bloc tout fait et on a à la sortie du board directement les sorties PWM qu'on peut aller connecter sur les interrupteurs. Alors ça, c'était sans régulation. Si maintenant on veut réguler, au lieu de donner ici un rapport cyclique de consigne entre 0 et 1, on peut venir associer une régulation en vitesse. Et donc on met un régulateur, on met la consigne de vitesse, on compare par rapport à la vitesse mesurée. Alors attention, on ne la mesure pas directement, mais via les sondes à effet Hall. En effet, si on compte le nombre de périodes Hall sur un temps donné, on va pouvoir retrouver la vitesse du moteur connaissant le nombre de paires de pôles. On peut appliquer la méthode IMC pour trouver les paramètres du régulateur qui sera saturé entre 0 et 1, qui sont les limites pour le rapport cyclique. Si on veut rajouter en plus un contrôle sur le courant, les mesurer les courants ici ce serait un peu difficile, moteur, puisque ce sont des grandeurs alternatives. Si on veut faire une solution simple entre guillemets, ce serait plutôt de se dire qu'on va aller intégrer un régulateur de courant DC, donc à l'entrée de l'onduleur, qui lui-même est une image du courant moteur, et on va l'ajouter dans une structure en cascade par rapport à la régulation de vitesse déjà existante. L'inconvénient, c'est que vous avez un signal qui va être pollué, et donc il va falloir filtrer. Dans la simulation ici, je l'ai estimé, ce qu'on pourrait faire si on n'a pas de mesure à ce niveau-là, et donc on l'a estimé ici par le produit des tensions fois des courants en ABC à l'entrée du moteur. On estime que la puissance est conservée et donc c'est égal aussi à la puissance à la sortie ici de la batterie. Donc on peut retrouver le courant IDC en faisant ce terme-ci divisé par UDC. Voilà ce qu'on obtient ici en rouge, c'est pas beau, et donc en bleu ici il est filtré. Si vous rajoutez un filtre, ça veut dire que vous ralentissez aussi votre dynamique et vous ajoutez un délai qui peut être assez gênant et qui va un peu en conflit avec votre régulateur qui essaie de travailler le plus vite possible. Voici donc en résumé des courbes qui sont obtenues en simulation. Donc on pourrait au laboratoire essayer de voir les courbes en réel, avec donc ici des tensions de phase comparées à la force électromotrice. Les tensions de phase donc qui sont découpées à haute fréquence, puisqu'on a un rapport cyclique de 50%. On obtient ici l'allure des courants avec le découpage de fréquence qui se fait ressentir sous forme d'un torque ripple qui ici est fort grand, mais l'identification des paramètres n'est pas optimale. Et puis la montée en vitesse pour la machine et le couple avec une ondulation également qui nécessite une optimisation. Voilà les courbes lorsque le rapport cyclique est passé à 100%, donc là le moteur est à fond, on voit que la vitesse est plus importante. On remarque une allure de courant typique avec deux pointes dans chaque alternance. Et on retrouve bien l'allure de la tension de phase. Donc ici, c'est un rapport cyclique à 100%, ça veut dire qu'il n'y a pas de découpage PWM. On est revenu à la pleine onde. Et donc l'idéal maintenant, ce serait au laboratoire de pouvoir tester à l'oscilloscope, relever différentes grandeurs, à gauche, à droite, avec différents types de commandes, et de pouvoir interpréter ces courbes-là. Alors si on veut creuser un petit peu plus loin et qu'on voudrait bien essayer de comprendre pourquoi on a cette allure déformée du courant avec deux pics qui sont assez caractéristiques ici, 1, 2, un plus petit, un plus grand, dans l'alternance positive et dans l'alternance négative. Alors on peut essayer de regarder d'où ça vient. Donc l'équation est toujours la même, hein. U est égal à la force électromotrice plus l'effet de l'inductance. Alors si finalement la tension de phase est celle-ci en carré imposée sur le moteur, on peut décomposer cette tension en une fondamentale plus toutes ses harmoniques et traiter les deux séparément. Au niveau de la fondamentale, ça va être vite réglé. Si on applique la fondamentale, dans l'équation différentielle ici, on va retrouver le courant qui est issu de cette tension fondamentale, qui est sinusoïdale et qui est ici en dessous. Au niveau des harmoniques, c'est là que ça va se corser un petit peu. On sait que pour les harmoniques, on est en haute fréquence, et donc on sait que pour des rangs d'harmoniques N très élevés, on va avoir le terme ici qui va être plus important, puisque c'est lié à la dérivée, c'est beaucoup plus important que le E0. Et donc on peut considérer uniquement l'inductance pour cette équation. Ce qui revient à dire que le courant qui serait issu des harmoniques
ce serait 1 sur ls fois l'intégrale de la tension qui est liée aux harmoniques. Cette tension liée aux harmoniques, c'est aussi la tension totale moins la fondamentale, par la décomposition en série de Fourier. Et donc on peut décomposer l'intégrale en deux parties. Et donc ça vient dire que si je veux avoir le courant des harmoniques que je dois venir ajouter au courant de la fondamentale, il faut que je puisse aller chercher ces deux termes-là. Alors qu'est-ce que c'est le premier terme? C'est l'intégrale de la tension U1 carré que je dois intégrer. Donc j'intègre la tension U1 carré qui est ici. Si j'intègre des constantes, ça va me donner des petits segments. Donc voilà un petit segment, voilà un deuxième où la pente est un peu plus faible, la pente est plus faible, la pente est plus forte en positif, etc. Donc j'intègre ici toutes les constantes sur les différents paliers et donc j'ai les différents segments. Si j'intègre maintenant la fondamentale, la fondamentale est sinusoïdale et si je l'intègre, je vais avoir un décalage de 90 degrés par rapport à lui-même qui est sinusoïdal aussi. Voilà le signal. Si je fais l'un moins l'autre, donc je fais les segments moins cette sinus-là, on va se retrouver avec cette allure de courbe-là, que je dois venir ajouter au courant fondamental, qui était ici, et quand je rajoute le sinus ici à ceci, j'obtiens la version finale du courant, ici, pointu, qu'on a observé juste précédemment. Donc voilà une bonne technique, une bonne petite démonstration pour bien justifier cette allure. Alors ça vient d'où? Ça vient du fait aussi que on compare une tension qui est de type carré avec une force électromotrice qui est sinusoïdale. Une petite réflexion aussi sur les sondes à effet Hall. On a vu tout à l'heure, au tout début de la vidéo, qu'on pouvait changer le déplacement des différentes sondes via le petit support qui avait été mis en place. Comment savoir si les sondes à effet Hall sont bien mises ou pas bien mises? Ici, vous avez un petit système qui montre que quand vous relevez à l'oscilloscope en le faisant tourner à la main les différentes tensions de ligne, le zéro de tension de ligne, ici, le zéro de tension de ligne là, le zéro de tension de ligne là, correspond à chaque fois à un changement de code dans les effets Hall. Donc il suffit à l'oscilloscope de placer vos trois sondes à effet Hall, les tensions de ligne, et on observera à chaque passage par zéro qu'on obtient un changement de code. Ça revient aussi à dire que si vous voulez vérifier que c'est bien synchronisé, il faut vérifier que les courants soient en phase avec les forces électromotrices de phase. Donc voilà ici la force électromotrice, ici on a pris un cas trapézoïdal, il est bien en phase avec le signal de courant, et donc ça veut dire que votre machine est bien autopilotée. Les aimants, les sondes à effet Hall sont à la bonne place. Alors il existe des techniques qui utilisent justement ça judicieusement. On regarde la force électromotrice sur le bras qui n'est pas utilisé, dans une technique alors 2 théones uniquement, et le passage à zéro de la force électromotrice va vous renseigner sur la position de l'aimant. On voit que les instants de changement de capteur, ils se trouvent, donc on retrouve les 6 périodes ici, et chaque changement d'état de capteur est déphasé de 30 degrés par rapport à la tension de phase. Ce qu'on avait bien montré ici aussi, puisque là on traitait les tensions de ligne, et là on avait montré que ça correspondait exactement. Donc à partir de là, on peut faire des algorithmes sensorless pour se passer des sondes à effet Hall et du fait de pouvoir les caler précisément ou non. Il faut savoir que si vous faites 120 degrés divisé par 7, ça vous donne le décalage des sondes, et donc c'est quand même relativement peu de degrés, et donc un décalage de 1 degré vous donne directement une mauvaise synchronisation des deux champs. Alors il y a aussi le moyen de mettre un codeur qui nous donnerait plus d'informations par tour que 6 en fonction de sa résolution. Et les algorithmes sensorless sont les solutions qui sont de plus en plus courantes avec les idées basées sur ce qu'on vient de dire ici, mais aussi d'autres techniques. Alors une petite question pour vous maintenant, on voit que l'autopilotage se fait 6 fois par tour, on aimerait bien le faire plus de fois par tour, et donc les questions sont pour vous, en fonction de la vidéo que vous avez vue sur la commande vectorielle, on aimerait bien maintenant transposer cette commande simple et voir ce qui va changer en commande vectorielle, dite FOC, Field Oriented Control. Donc quels sont les problèmes avec la commande 6-step qu'on vient de mettre en place sur le moteur brushless, et pourquoi passer à une commande vectorielle? Quels sont les changements qu'on va avoir au niveau de la table de vérité, au niveau de la PWM et au niveau du contrôle. Donc ce que je vous propose, c'est de
couper la vidéo, essayez de répondre sur une feuille si vous avez regardé la vidéo sur la commande vectorielle, et je vous donne ici quelques éléments de réponse juste après. Donc voici des éléments de réponse. Alors le problème de la commande brushless, c'est que on a seulement 6 synchronisations par tour. Alors je reprends un petit exemple ici. Donc ici par exemple, on a un changement de code, on passe de 101 à 100. L'aimant arrive là, et puis il passe out. À ce moment-là, on sait qu'on doit appliquer avec l'onduleur le champ dans ce sens-là. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On reste dans le même code, donc on reste avec la même position du champ statorique. Et le rotor continue à tourner. Le vecteur bleu se rapproche du vecteur brun. L'angle passe de 90 degrés jusqu'à 30 degrés, puisque c'est un intervalle de 60. Et seulement 60 degrés après, quand l'angle n'est plus que 30 degrés, on va imposer un nouveau champ magnétique brun qui sera orienté de nouveau à 90 degrés. Donc ça veut dire que on a malheureusement que 6 fois par tour l'assurance d'avoir 90 degrés entre les deux champs. Et donc ça c'est un peu embêtant, ça va donner une certaine ondulation sur le couple, qu'on pouvait d'ailleurs voir de manière un peu exagérée dans la simulation, mais ici sur le couple de sortie. Donc le fait exagéré vient de l'identification des paramètres du moteur qu'il faut affiner. Donc ça c'est un premier problème de la commande brushless, c'est le fait d'avoir un autopilotage assuré 6 fois par tour. Un deuxième problème, c'est lié à la partie PWM. On reste quand même avec un signal carré, même en découpant le PWM, et donc on va se retrouver avec un signal qui est très riche en harmonique. Donc on l'avait vu ici dans cette partie-là. Mais c'est donc bien un signal de type carré à rapport cyclique constant à l'intérieur ici de la tension de phase en l'occurrence. Donc la technique PWM permet de moduler le niveau de tension, mais pas d'améliorer le contenu harmonique. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier? Alors la table de vérité, l'autopilotage dans la commande vectorielle, qu'est-ce qu'elle devient? Elle sera assurée par les matrices de Park, parce que c'est les matrices de Park qui vont permettre d'imposer la position du champ tournant et sa vitesse. Et donc c'est grâce au placement judicieux du flux dans l'axe D et du courant IQ dans l'axe Q qu'on va assurer l'angle à 90 degrés entre les deux champs et donc ce fameux autopilotage. Qu'est-ce qui change dans la PWM? Ce qui change dans la PWM, c'est qu'au lieu d'avoir un découpage carré, comme on l'a vu ici, on a le découpage carré, on va venir apporter un signal sinusoïdal cette fois-ci de consigne qu'on va comparer avec le signal triangulaire. Et donc on va se retrouver avec un petit rapport cyclique, un plus grand, un plus petit. C'est la vraie définition de la PWM. Et donc on va pouvoir ainsi toujours moduler le niveau de tension efficace pour le moteur, mais en plus réduire le contenu harmonique en ayant un sinus. Alors remarquez qu'ici c'est pas possible de le faire en technique brushless. Pourquoi? Parce que le sinus, comment voulez-vous voir le début 90 degrés, 180 degrés, on ne saurait pas définir ça. Parce qu'on n'a pas une résolution de capteur suffisante, on n'a pas une information de la position suffisamment précise que pour dire au début de la période je mets un petit rapport cyclique, puis un plus grand, puis un plus petit. J'ai une information générale tous les 60 degrés de la position de l'aimant. Donc si on veut faire cette technique PWM en AC, il faut pouvoir avoir des capteurs qui sont aussi de meilleure résolution. Et donc là on le fait éventuellement avec des techniques sensorless mais alors assez poussées, ou alors avec une interpolation entre des références données par les capteurs FEOL ou encore via un codeur à plus haute résolution. Qu'est-ce qui change dans le contrôle? Le contrôle va se faire dans les grandeurs de Park. On aura toujours une structure de régulation qui est identique à celle-ci. Voilà, on aura toujours cette boucle de régulation. La grosse différence, c'est que cette fois-ci, on va réguler les grandeurs moteurs et plus les courants qui sont à l'entrée de l'onduleur, ce qui est beaucoup plus intéressant bien sûr. Ça ne peut se faire qu'avec une projection des grandeurs triphasées dans Park. Et donc ici, le régulateur travaillera sur des grandeurs qui sont constantes, puisque c'est les grandeurs de Park, ce qui est vraiment intéressant. Donc voilà en résumé quelques éléments de réponse que vous pourriez regarder dans la vidéo sur le contrôle vectoriel.